Nous allons continuer sur la même lancée et continuer à parler des types. Mais aujourd'hui, nous allons parler de types appelés User-Defined Types. Ce sont des types qui ne sont pas forcément des types primaires ou des types de base qui sont dans le langage. Ce sont des types qui concernent votre métier. Nous allons aussi jeter un coup d'œil sur les arrays et les slices. Les slices, c'est des arrays avec plus ou moins des tailles extensibles. Et puis on va voir les maps ou les hash maps. Et puis on va voir les fonctions en tant que type. Donc commençons par les choses les plus simples. Donc on va juste supprimer les choses dont on n'a pas besoin. Donc je vais aussi supprimer le type user que j'avais défini. Et vider cette parenthèse. Ok, donc nous allons faire les choses qui sont très simples, comme par exemple définir un x qui est de type int. Et aujourd'hui, au lieu d'afficher sa valeur, nous allons afficher son type. Donc on va utiliser le pourcentage T majuscule. Donc on exécute, il se plaint, oh sorry, j'ai oublié de mettre le x. Exécutons, et il me dit que x est un int. Pour des raisons qui peuvent être souvent bizarres, les gens vont définir un type entier par exemple. Pour dire que z est un entier, il faut que je dise à Go qu'est-ce que entier veut dire pour moi. Donc j'ai plusieurs façons de faire. La plus simple, c'est de dire ok, entier représente un int. Ok, on ne se plaint pas, on va juste encore afficher le type de z et revenir à la ligne. Donc on save. Et là, il me dit que j'ai un int et j'ai un main point entier. Le main, ok, on va dire que c'est le scope, c'est le package. C'est le package dans lequel on a défini ce type. Le plus bizarre pour certains, ou ce que des gens trouvent bizarre, c'est qu'ils pensent que entier ici égale int seulement parce que en définissant le type, on a dit que, disons en lisant type entier int, pour eux c'est juste dire que entier égale int, alors que c'est pas forcément le cas. Pour dire que entier égale int, on le fait de cette manière. Donc la première manière, celle-là, c'est la création d'un nouveau type, et celle-là, c'est la création d'un alias vers un type. Donc nous allons créer un alias entier avec E majuscule qui correspond à int. Donc on va prendre un y, et lui on va l'appeler... on va encore faire un autre et dire pourcentage t, et retour à la ligne. Donc x, y, z. Donc là, nous allons juste changer l'ordre pour que ce soit plus lisible. Et là, il me dit int, int et main entier. Donc, quand j'utilise un alias, Go comprend que le under type, c'est un int. Alors que pour celui-là, c'est un user-defined type, donc il n'essaie pas d'aller au-delà. Donc, toutes les opérations qui demandent, par exemple, si on fait une somme, je vais sauter les étapes. On n'a pas encore parlé des fonctions, mais bear with me comme ils disent. J'ai A et B, c'est des ints. Donc, je vais en profiter et dire, voici la signature d'une fonction. On utilise le mot-clé func. On va utiliser quelque chose là. On va en parler plus tard. Et puis, on a l'identifier ou le nom de la fonction, puis les paramètres que prend cette fonction, et puis la liste des returns. Si jamais la fonction retourne quelque chose, ben, on va le définir de cette sorte. Donc, on a la fonction sum qui prend un A et un B qui sont de type int, et cette fonction est censée me retourner un int. Si je ne fais absolument rien et que je save, l'éditeur se plaint, il me dit missing return at end of function. Ok, tu as dit que c'est un return qu'il te faut, ben je le fais. Donc là, il se plaint. Est-ce qu'il veut plus? Donc moi, je vais juste dire A plus B. Et là, on va se reposer. On exécute. Ben, rien n'a changé. Donc, on va dire var res d'un type int. Res égale somme de x et z. Parce que z est un entier. Ok, il se plaint parce qu'on a défini un truc.
Et là, il dit cannot use z type entier as type int. Pourquoi? Parce qu'entier est un type différent qu'il ne connaît pas. Donc, si on revient, on dit OK, on va utiliser y. Là, il se plaint d'autre chose. Il dit nous avons défini une variable qui s'appelle res, mais on ne l'a jamais utilisée. Donc, pour lui donner raison, nous allons tout simplement utiliser la variable res et normalement, il sera content. Ok, donc j'ai 0. 0 parce que j'ai fait la somme entre un x et un y qui sont des ints et ce sont des ints auxquels on n'a pas donné de valeur. Donc, ils vont avoir leur valeur par défaut, c'est-à-dire le zero value de ce type. Et le zero value d'un int, c'est un 0. Donc, si on change et on dit, OK, x est un int, mais il est égal à 10, y est un entier, il est égal à 12, je save, et j'exécute. J'ai 22. 10 plus 12, ça fait bien 22. Maintenant, supposons que pour une raison ou une autre, on dit, OK, je veux faire une autre fonction qui s'appelle sum. Elle va prendre un A, un B de type int, mais on veut que cette fois-ci, il nous retourne en entier. C'est que si je fais juste A plus B, il va se plaindre parce que ce n'est pas le bon type. Donc, pour caster ou plus ou moins convertir le résultat, je vais juste dire que le résultat, c'est un A et B, et puis je l'englobe dans une variable de type int, de type entier. Donc là, il ne se plaint plus, mais on n'a pas encore utilisé cette fonction, donc on le fait. Et là, il dit cannot use, gna gna gna, ok. Ok, cannot use x, y, nanana, d'accord. Il ne veut pas du tout qu'on utilise x et y. Pourquoi? X, c'est un int, mais y ne lui plaît pas, on dirait. Ou il dit que les deux, il n'arrive pas à les convertir à ce type. Donc, on va y aller step by step pour que je ne perde pas les gens. Ok, je sais que A et B, c'est des int. Si je dis juste int, int, il y a un T à la fin. Je vais convertir. Je vais faire un truc tout con. Je sais que ça ne marche pas, mais c'est juste pour montrer à quoi ça ressemble. Cannot use sum x int int as type int an assignment. Il se plaint de tout ça, parce que souvent les gens ne lisent pas ce qu'ils écrivent. Ils disent oui, mais j'ai fait ça et pourtant ça ne marche pas. Le return type de la fonction sum est un entier. Donc cette somme va retourner un entier que nous sommes en train d'essayer de save dans une variable res de type entier. Donc ça ne marchera pas. Et là, si je fais ça, tout le monde est content. Donc là, il me dit que ok, c'est un 22. Sorry, je vais enlever le Z parce que j'en ai plus besoin. Juste pour pouvoir remplacer le Z par mon res et afficher son type puis sa valeur. Donc j'ai un int, main entier et 22. Donc int, entier et puis le résultat final. Donc c'est vrai qu'on a sauté beaucoup d'étapes, on voulait parler juste des user defined types sans aller très loin, mais on l'a fait. Donc au fur et à mesure que nous avançons dans cette série, nous allons voir de nouveaux types, des types qui sont user defined et d'autres qui sont des types enrichis step by step. Donc là, nous avons deux façons, on va dire, de définir des types. Ou bien un nouveau type qui va correspondre à votre métier. Et un exemple, c'est souvent des codes HTTP. OK, le 200, 201 et autres. Mais quand vous écrivez du code, vous préférez utiliser des variables ou des noms de variables qui sont parlants. Si on dit par exemple status OK, c'est mieux que de dire 200 ou 201 ou un truc de ce genre. Donc, ça c'était les user defined types. Nous allons nettoyer un tout petit peu. Venir là et dire OK, je le vide. Et puis vous les fonctions aussi, vous allez nous excuser. So, ces deux types, j'en ai plus besoin. Et puis retournons au array. Donc j'ai
Dans l'épisode précédent, nous avions dit que ça, c'était un array. Et c'est pas vraiment vrai. Ça, c'est la définition d'un slice. Un slice, c'est un tableau dont la taille est dynamique. Elle évolue au fur et à mesure que vous mettez plus de données dans cette collection ou pas. Pour que ce soit un tableau, il faut lui donner une taille de départ. Donc là, j'ai un tableau de int qui va prendre une valeur, qui va prendre 5 éléments. Supposons qu'on dise, OK, on veut voir le contenu de ce array. Là, il l'a tout de suite rempli avec 5 valeurs, 5 zéros. Ce sont les valeurs de, OK, the default value du type integer. Donc là, je vais dire d'accord, je vais faire comme tout le monde. Je vais utiliser une petite boucle juste pour remplir mon tableau. Ok, les boucles, c'est pas joli, mais souvent, ça marche aussi. On va dire array à la position i. On va mettre i plus 1. Juste pour être un peu plus cool. Et là, on voit, ok, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Si, pour une raison ou une autre, je ne fais pas attention à ce que je fais et je dis, ok, de 0 à 9, on s'amuse. J'essaie d'exécuter et là, tout de suite, panic. Go me dit runtime error. Index out of range. La taille maximale de ce tableau, c'est 5. Et quand je vais dépasser 0, 1, 2, 3, 4, j'ai dépassé la taille de mon tableau. Donc, il ne peut plus allouer il ne peut plus rien allouer. Enfin, il ne peut plus étendre ce tableau parce qu'en le créant, on avait dit qu'il était de taille 5. Donc, si j'enlève juste le... Ok, on se calme. Si j'enlève la taille, ce n'est plus un tableau, ce n'est plus un array, maintenant c'est un slice of int. Et là, ok, sorry. C'était quoi le message d'erreur? Index out of range. D'accord. Il se plaint toujours parce que là, ce n'est pas comme ça que ça va marcher. Parce que quand on a défini ce tableau, il n'a pas encore de valeur. Il n'a pas de valeur à l'index 0. Donc, pour que ça marche, on va dire array append array i plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on exécute. Ok, on a... Donc, je vais mettre dans mon tableau, dans mon slice array, le résultat de la fonction suivante. Append qui prend en premier paramètre un slice et puis la valeur que l'on veut rajouter à ce slice. C'est un peu comme push dans d'autres langages. Le append est utilisé à cette fin. Donc, différence entre tableau et slice, entre array et slice, c'est souvent tricky. Quand vous n'avez pas besoin d'allouer un espace mémoire fixe, utilisez les slices. Mais quand vous savez que vous allez utiliser 20 éléments, et vous en aurez toujours besoin, vous aurez toujours besoin de ces 20, vous pouvez créer votre tableau tout de suite et c'est plus simple. C'est un peu comme la discussion, est-ce que je dois utiliser un array ou est-ce que je dois utiliser une liste pour dire une liste chaînée? Souvent, ça dépend du besoin. Donc là, on continue avec les slices, c'est ce qui est le plus utilisé de toute façon. Donc là, nous avons appris à mettre des valeurs dans mon slice. Maintenant, on aimerait bien pouvoir lire le contenu d'un array ou d'un slice ou d'un map ou d'un autre type de données. Donc on va faire plus simple, on va dire pour x, mais cette fois-ci, on va utiliser le mot-clé range. On va dire pour x, range comme dans Python, on utilise range pour parcourir une collection. Et là, on va être très simple, printline, print et on va mettre juste le x. Voilà, exécuter. Et là, on voit que non x commence à partir de 0. Ce qui veut dire que le x n'est pas vraiment l'élément du tableau que nous sommes en train de parcourir. X est l'index de cet élément. Donc, idx, on dit idx, l'index, on exécute, et là, on a les bonnes valeurs. Donc, quand vous utilisez range sur une collection, sur un array ou un slice,
Vous avez plusieurs façons de le consommer. Ou bien en disant for x, par exemple, range, et là, vous récupérez l'index de l'élément, ou bien en disant index et une autre valeur pour dire je veux l'index et sa valeur. Et le plus souvent, les gens utilisent juste un underscore pour dire ok, je sais que j'aurai une première valeur là, mais elle ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le contenu final. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le x lui-même et pas son index. Donc, vous pouvez utiliser une boucle for standard pour parcourir aussi un tableau ou un slice, mais le for range est souvent très cool. Ça vous permet d'écrire d'être moins verbeux en définissant des variables dont vous n'avez pas besoin. Un i à la fin, on va souvent le jeter parce qu'on n'en a plus besoin. Donc, pour les arrays et les slices, on va revenir dessus au fur et à mesure qu'on avance. À chaque fois qu'on a besoin de dire une nouvelle chose sur un type, on reviendra dessus et on pourra itérer. Et puis là, on va voir l'avant-dernier type de cette vidéo, qui sont les maps ou les hash maps. Ils ont une syntaxe assez bizarre pour certains, moi je l'aime bien. Souvent, disons, on veut définir un map dont les clés sont des strings et dont les valeurs sont des ints. Ok, cool. Donc, on peut tout de suite commencer à lui donner un contenu, à initialiser le tableau. Par exemple, aussi, on aurait pu faire la même chose avec array. On aurait pu dire que array, c'est un tableau de int. Ok, je vais donner la deuxième manière de définir le tableau. Et hop, c'est 1, 2, 3. Et puis, je vais enlever celle-là. Oui, le hash a été déclaré, n'a pas encore été utilisé. Oui, c'est vrai. Je reviens tout de suite. Donc là, c'était juste pour montrer qu'il était possible de définir aussi un tableau ou un slice. Excusez-moi quand je dis tableau en parlant de slice. On peut aussi utiliser cette façon pour définir un slice. Donc je vais faire la même chose. Je vais enlever tout ce beau monde. Et là, au lieu d'array, je vais juste afficher mon hash. Ok, on exécute ce code. Allez. Pourquoi t'es lent? Ok. Ok. Alors je sais pas pourquoi c'est lent, mais on va dire que, ok, j'aurai Ichigo. Et puis la valeur, ce sera son âge. On exécute. Je sais pas pourquoi c'est très lent. Ok, on va déjà commencer par afficher le type de ce hash. Ok, on va faire les choses un peu à l'ancienne. Go run fichier, c'est comme ça qu'on l'avait appelé. C'est bizarre ça. Qu'est pas ça? D'accord. On va juste aller faire un truc encore plus simple. Pop, on va dire make. Ok, je sais vraiment pas pourquoi en le définissant directement c'était un peu plus lent. L'exécution, je verrai plus tard et je vous dirai ce que j'ai découvert. Donc si je viens et je le fais de cette manière. Ok, là j'affiche le type, maintenant je vais afficher le contenu. Donc j'ai Ichigo et autres. Et pour afficher par exemple, ok, je vais l'afficher comme un int. Je vais quand même retourner à la ligne. Je vais afficher un hash de... Ok, je vais afficher la valeur qui correspond à la clé Ichigo. Là, j'ai 17. Et puis, disons que je veux afficher la valeur qui correspond à Ichini. J'exécute. Ok. Il m'affiche 0.
Et pourtant, nous savons que dans notre hash, il n'y a pas de valeur qui s'appelle ichini. Donc, on va dire res égale map, pas map, hash de ichini. Et puis, on va afficher femt. Oui, qu'est-ce qu'il fait? J'essaie juste de montrer quelques petites choses qui peuvent être utiles plus tard. Donc là, il m'affiche un 0. Et moi, je sais que dans mon tableau ou dans mon hash, je n'ai pas de clé ichini. Donc, si jamais dans mon algo, je me base sur juste ce résultat, je vais me tromper. Donc, par exemple, je peux appeler cette même fonction d'une autre manière, res and found, et je vais afficher le contenu des deux. Cool. Donc, si j'utilise une clé qui n'existe pas, il va me dire, OK, le res va contenir la clé, enfin la valeur de la clé, et la valeur de la clé, c'est un int, et le default value de int, c'est 0, donc c'est pour ça que j'ai des 0. Mais en utilisant la deuxième manière, je sais que si le found n'est pas true, c'est que cette clé n'a pas été trouvée dans ce hash. Donc, quand plus tard je vais parcourir ce hash, je dois faire attention à ce truc. Donc, au lieu de dire uniquement que je vais dire la valeur c'est le hash, et puis juste mettre la clé. Oui, ok, j'ai mis qui. Il serait préférable de penser à toujours utiliser le deuxième argument found pour savoir si notre hash contient bel et bien la valeur que l'on cherche ou pas. Donc ça, c'était un bref aperçu des maps. Et puis, on y reviendra bien sûr au fur et à mesure que l'on avance. Et maintenant, on avance vers un truc qui est super cool. Hop. Ok, sorry, je vais juste dire F. Et puis ici, c'est le P. Le change. Ok. Is value not called. Ok, il n'y a pas de problème. On va juste enlever ça pour le moment. On va pas se fatiguer. Et pourquoi? Ok, je vois pas bien. On exécute. Et puis là, on voit qu'on a func. Les fonctions en Go, fonction est un type de données. Donc les fonctions en Go sont des first class citizens. Elles peuvent être initialisées et mises dans des variables. Elles peuvent être passées en argument à d'autres fonctions et elles peuvent être retournées par d'autres fonctions comme résultat. Donc les fonctions en Go sont first class citizens. C'est une chose qui est super importante parce qu'elle est super utilisée et quand vous trouvez la bonne astuce pour l'utiliser, vous allez vous amuser comme pas possible. Donc on va dire que non, je vais appeler ce truc void. Void est un type, je vais le changer, je vais dire que void est un type de fonction qui ne prend pas d'argument et qui ne retourne pas de résultat. On est d'accord? Donc je vais dire que f est de type void. Donc je vais dire var f est de type void. J'exécute. Ok, je sais que maintenant f est de type main void. Quand est-ce que je vais l'utiliser? Disons par exemple, j'ai une fonction qui s'appelle process. Elle reçoit une fonction de type void. Et elle est void, elle fait rien. Tout ce que je vais faire, c'est appeler cette fonction. Undefined void, ok. C'est vrai, il ne le voit pas, c'est parce qu'il faut le mettre en dehors. Et puis ici, je vais dire process. Et qu'est-ce qu'il doit process? Il doit process une fonction, ok, qui ne prend pas d'argument et qui ne fait absolument rien. Donc là, tout le monde est content. On exécute et rien ne se passe comme prévu.
Donc, les fonctions sont un type de données. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Ça va être super important dans la suite de savoir qu'une fonction, c'est juste un nouveau type de données ou un type de données qui est accessible dans Go. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans la suite, nous allons aller un peu plus loin dans les user-defined types en utilisant les structs et commencer à composer nos structs avec les types basiques et avec des fonctions et plus tard définir des interfaces qui vont représenter le comportement que nous voulons donner à nos types. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.